Bonsoir les amis, nous sommes le jeudi 16 juillet 2020. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu Jean-Pierre. Pour mes nouveaux abonnés, vous ne connaissez pas Jean-Pierre, mais il est déjà passé 6 fois sur ma chaîne. Jean-Pierre fait partie d'une lignée de Templiers depuis le XIe siècle, c'est-à-dire une des plus vieilles familles templières en France. Et évidemment, les Templiers savent beaucoup de choses. Et il a aussi reçu les enseignements d'un maître chaman. Le chamanisme, il y a beaucoup d'émissions sur le chamanisme, même si vous allez voir que les scientifiques ne croient pas au chamanisme. Mais de toute façon, les scientifiques de chaque époque n'ont jamais rien cru en rien. Je rappelle qu'encore il y a 100 ans, quand on voyait il y a 150 ans, quand il y avait des météorites qui tombaient sur Terre, comme c'est à la fin c'est un caillou, on disait non, les cailloux ne peuvent pas tomber sur Terre, ça n'existe pas. Donc vous imaginez que chaque fois les scientifiques pensent toujours tout savoir et qu'à chaque époque on se rend compte qu'ils ne savaient rien. Donc les scientifiques de 2020 ne savent rien mais pensent tout savoir, c'est le problème. Et donc Jean-Pierre, salut. Salut Silvano, bonjour les nouveaux auditeurs et les anciens auditeurs qui nous ont suivis et qui me connaissent depuis cette petite vidéo sur justement le chamanisme. C'est vrai que maintenant je vais être assimilé à un complotiste, puisque je te fréquente, alors que pour moi je suis un débunker des chamans. Donc j'essaie d'expliquer vraiment ce que c'est le vrai chamanisme. Et c'est bizarre, tu vois, on a cet inversement de valeur très rapide, tout d'un coup de débunker. En plus, j'ai travaillé avec la zététique à un moment donné de ma vie, et, donc c'est bizarre. Maintenant, je suis un complotiste. Voilà, c'est. Alors, dis-moi, les gens sont devenus fous, Sylvano, là, en ce moment là. Et ben non, parce que justement, j'ai reçu beaucoup d'appels moi, ces derniers mois et les gens qui commençaient, je le dis souvent dans mes émissions, en me disant je vous appelle, mais je ne suis pas un complotiste. Parce que justement, Ouais, c'est dingue, hein, ouais. La pensée unique, elle est tellement là, tu sais, elle est tellement là que dès qu'on pense à côté, on est un complotiste, ce qui est complètement débile, quoi. Les autres, c'est des moutons. Et nous, on est des gens libres de penser. Alors évidemment, on peut ne pas avoir les mêmes idées sur tout, et heureusement, parce que sinon la vie serait une tristesse effroyable. Mais c'est pas les gens qui sont devenus fous, c'est la manipulation qui est maintenant visible par un plus grand nombre. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est exactement ça. En plus, tu as dit un mot qui est génial. Tu as dit la libre pensée. Tu vas voir, c'est bluffant parce que je vais en parler justement. Et je te l'avais pas dit ce mot-là, donc c'est super intéressant. Ouais, bien joué, Silvano. Et oui, voilà, l'accès. En ce moment, l'accès à l'information, c'est fou, quoi. Il est facile, il est immédiat. Via Internet, maintenant, on peut accéder, quoi, à tout. Mais je comprends pas pourquoi, en fait, maintenant, l'information, elle est si floue, si on dirait qu'on n'a qu'une pensée unique. Je sais pas. Est-ce que les personnes sont plus naïves ou elles font moins leur travail ou alors elles sont manipulables? Eh ben, un peu de tout en y rajoutant Ouais, le flot continu d'informations. Parce que si on fait le parallèle, par exemple, ouais, avec le H1N1, le SARS-CoV-1, quand il a eu lieu en 2001, il n'y avait pas les chaînes en continu, il n'y avait pas Internet. Enfin, si, il y avait des trucs, mais les gens disaient. Tandis que maintenant, il y a les chaînes en continu, il y a qui calculent le nombre, qui égrènent le nombre de morts toutes les heures. Alors, ouais. il grainait, et il y a Internet. En fait, la grosse différence entre SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2, c'est justement l'information disponible tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ouais, on va en parler justement après, à ma conclusion, de voir que c'est un bien, mais ça peut être vraiment un danger si jamais quelque chose se passe, un cataclysme ou je sais pas. Donc, si on perd en fait, par exemple l'électricité, tout d'un coup, on va perdre cette connexion à l'information et on va être perdu. Ben, aujourd'hui, justement, je vais donner ça, cette clé, des clés de compréhension pour récupérer ce que peut-être on nous a enlevé dans notre cerveau, une case, le discernement ou
l'apprentissage, je sais pas. Et cette clé, elle est super importante pour les anciens peuples, donc que j'ai eu la chance, ou pas mal chance, de côtoyer pendant un certain nombre d'années et d'être vraiment, vraiment formé à ça. Toute une grande partie de mon initiation, c'était à comprendre cette clé. Et cette clé, elle est vraiment indispensable pour eux parce qu'elle permet de voyager, déjà, sans risque et de pas se perdre dans l'illusion des voyages ou dans la réalité, hein, comme certaines drogues qui peuvent le faire là, vous voyez aux informations. Et elle permet aussi de pas être alors possédé hein, par les esprits ou par quelque chose, d'être manipulable. Et donc on va vraiment aborder ça aujourd'hui. Mais avant, je sais que tu le fais pas, parce que si les auditeurs qui nous écoutent, si le sujet vraiment les intéresse, sera à pour posséder ces outils de compréhension pour un peu décrypter notre monde, que ça soit le monde des bunkers, des complotistes, de l'information, ou même dans une famille, les gens qui sont autour de vous, ben, je vous invite fortement à appuyer sur la petite cloche et vous abonner à cette chaîne, parce que déjà, cette chaîne, elle est géniale. Vous l'avez tous compris que bah, sur la chaîne de Sylvano, bah, c'est un espace inégalé de liberté. On, euh, on essaye d'expliquer des sujets divers, qu'elles soient polémiques. On peut pas toujours avoir raison avec Sylvano, on peut pas toujours avoir raison avec les gens qui passent avec Sylvano, mais bah, c'est toujours sourcé. Voilà, et c'est génial. Donc abonnez-vous. Parce qu'il va y avoir en plus des révélations, là, dans les mois, dans l'année à venir, il va y avoir des révélations, on va vous dire plein de choses. Et puis les autres, bah, je vous invite à quitter la vidéo, hein, parce que sinon ça va perturber vos convictions, donc vos a priori ou vos croyances. Donc surtout pas, ce n'est surtout pas notre intention. Donc quittez vite cette vidéo, parce que ce que vous allez entendre, ça va pas vous plaire, je crois. Alors, on va parler de quoi? On va parler de notre identité. C'est important, déjà. Je suis. Vous savez, il y a une phrase qui est célèbre. Je suis ce que je suis. En fait, c'est notre propre identité, c'est l'unique source de la liberté, de notre liberté. Si on prend conscience de ça, on peut traverser beaucoup de choses. Déjà, je peux vous poser quelques questions, pour voir si vraiment vous êtes serein avec ça. Est-ce que vous êtes libre de vous exprimer au sein de votre société, dans votre famille, justement, hein, ce fameux repas de famille où il faut surtout pas aborder certains sujets, sinon ça fâche la belle-mère. Le couple, eh oui, est-ce qu'il y a une bonne communication dans votre couple? Est-ce que vous pouvez parler de tout dans votre couple? Est-ce que, alors, dans les sujets controversés, qu'on voit sur ta chaîne par exemple, si on en parle autour de vous, vous pouvez sortir dans la rue et puis vous dites bonjour, voilà, qu'est-ce que vous pensez du Covid? Il y en a plus, il y en a plus là. Vous êtes, c'est bien ou c'est pas bien? On va tout de suite, en fait, vous juger, vous condamner. Voilà. Sur l'autel de l'approbation de la grande masse. J'aime bien cette phrase. L'approbation de la grande masse. C'est-à-dire qu'on doit se conformer à une norme. L'information est soumise à une normalité. Alors, qu'est-ce que cette norme? Qui l'a mis en place? Prenons un truc qu'on connaît tous, qu'on a passé sur les bancs de l'école. La science, les maths, la loi de la physique et la loi des mathématiques. Déjà, deux choses bien différentes. La science, donc les lois scientifiques, les lois de la physique, donc pour Claude Bernard, c'est une discipline qui se fonde sur l'observation, puis l'expérience, et laquelle est une observation provoquée et doit être répétitive. Ça veut dire que on observe, on fait des expériences, on recrée un résultat, on le soumet au résultat qu'on avait observé. Si c'est le même et s'il est répétitif, il est accepté. Donc, vous voyez que les mathématiques, en fait, c'est pas une science. Parce que déjà, elles n'expliquent pas des phénomènes observés. Les mathématiques créent des théories qui reposent ou non hein, sur la réalité. Elles peuvent bâtir des univers abstraits, des fois absurdes, hein, style la géométrie de Lobatsky. Par exemple, regardez, avec le Covid, c'est d'actualité, hein. Je parle pas ça parce que c'est ça, c'est d'actualité. Vous avez bien vu que nous sommes actuellement, on a appréhendé le Covid avec des chiffres, les statistiques. Et ça a été la source de toute décision de notre gouvernement.
T'es d'accord, Sylvain, tu as fait à peu près 80 vidéos là-dessus, quoi. Les chiffres, ça a été le départ. On n'a pas observé, on n'a pas fait d'expérience, on n'a pas fait de protocole dit scientifique. On a fait un protocole mathématique. La théorie du résultat a pris le pas sur l'expérience. Le résultat a pris le pas sur la méthode de calcul. On a regardé, on a fait des statistiques, on a dit la courbe va comme ça, il va se passer ça. C'est même pas comment on a pu obtenir, on va obtenir ça. Il se passe ça. Sans méthodologie logique. On saute de résultat en résultat. Bon, là, en essayant de sauver les apparences. Je vous ai dit inversement des valeurs. Bon, là, en ce moment, on subit des inversements de valeurs. Je suis des bunkers, je deviens complotiste. Inversement des valeurs. On confine les personnes dans leur appartement parce que c'est dangereux dehors. Aujourd'hui, on met les masques à l'intérieur parce que c'est dangereux à l'intérieur. C'est quand même difficile. Hein. Tu l'as bien décrit, hein. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Vous verrez que c'est une méthode et c'est des clés de manipulation conscientes ou inconscientes, mais que on voit devant nos yeux. C'est vrai, quand tu as dit hier sur ta vidéo sur les habits, bah oui, on a été dans un magasin avec ma femme, les vestiaires fermés. Et ben, je suis désolé, hein, j'ai fait la première réaction, alors peut-être que je suis bizarre, j'ai fait la réaction, mais pourquoi vos cabines sont fermées? Elles sont fermées à cause du Covid, on n'a pas le droit. J'ai dit, mais là, on est en train de toucher tous les vêtements dans le magasin. Et j'ai dit, je vois pas et elle me dit, bah, c'est la loi. Ah, bon, bah d'accord. Vous avez le choix de choisir, mais uniquement ce qu'on vous dit de choisir. D'où cette question. Je vous pose plein de questions là. Qui dirige nos choix et nos comportements? Et pourquoi? Comprenez que toutes ces questions, en fait, ça attise le fantasme, pas la curiosité, le fantasme, en fait. Et pourquoi les théories du complot? Eh ben, ça arrive, c'est remis au bout du jour, on en voit partout. Avant, on touchait 7 personnes. 7% des personnes étaient dans les théories des complots, dans les trucs des ovnis, du paranormal, etc. Ou des Illuminati, des francs-maçons, templiers, chamans. Maintenant, grâce en fait au débunker, c'est venu dans les médias mainstream, c'est devenu dans les 70% de la population qui regarde. Et donc, il y a 70% qui sont formatés à, comment dire, à faire des slaps sur des mots. Ah, il a dit ce mot-là, c'est un complotiste. Ah, il est avec celui-là, c'est un complotiste. Voilà. C'est très rapide et vous verrez pourquoi c'est rapide. C'est vrai que là, la théorie du complot, on parle de la théorie du complot, mais on sait vraiment pas ce que ça veut dire. Même il y a des gens qui se défendent et qui utilisent les mauvais termes pour se défendre. Parce que le terme de complot, c'est vraiment très amalgamé. Et on se demande pourquoi c'est amalgamé. Je vous donne un petit indice déjà. Nous sommes dans une guerre médiatique. Vous l'avez tous vu, que ce soit sur les télés ou même sur Internet. Tout le monde se tire le bourre, on attaque tout le monde. C'est vraiment une jungle, c'est une guerre. Mais c'est une guerre médiatique qui a une allure de programme mathématique. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que seul le résultat compte. Si vous allez dans le sens de ce résultat, vous êtes adulé. Dans le sens contraire, vous êtes rejeté. Vrai, faux. On, off. 0, 1. C'est quoi 0, 1, Sylvano? C'est un langage comment déjà ça? Code binaire, langage binaire. C'est un langage qui est utilisé par quoi déjà? Informatique. Ah. Ah. Tiens donc. Intéressant ça. À votre avis, comment un ordinateur va pouvoir estimer s'il doit nous remplacer pour faire des courses, pour faire quelque chose? Tiens, les journalistes là. Vous savez que votre emploi va être menacé très, très rapidement. C'est déjà fait, hein. Pour Yahoo, Microsoft vire les journalistes et les remplace par l'intelligence artificielle. Voilà. Je te mettrai un petit lien des Échos, justement. C'est l'intelligence artificielle peut-elle remplacer les journalistes? Je le mettrai en lien. Et oui, parce que, en fait, au lieu d'élever l'ordinateur en conscience, c'est-à-dire d'utiliser multiprogrammes qui va dans tous les sens et qui permettent de faire des analogies, comme notre conscience le fait, notre cerveau, notre néocortex,
eh ben, on va plutôt adapter les comportements humains à son langage. Après, il y aura juste à recueillir des résultats de 0 et de 1. Ça se fait par notre Internet, nos réseaux sociaux, vous l'avez tous vu, Facebook, notre ordinateur, Linky, Wi-Fi, etc., etc., etc. Donc, en fait, tous nos comportements, il va les mettre en 0 et 1. Mais nos comportements vont être diminués, réduits à deux choix. Et c'est pour ça que les vraies valeurs sont inversées. Mais si tu veux, là, je mets juste un petit truc. Je ferai une série qui sera appelée Ostraka, les histoires oubliées. Et si tu veux, ce sera des petits, j'appelle les Ostraka, vous verrez ce que c'est. Ce sera des petits, de 10, 15, 20 minutes, comme tu fais. C'est un bon format, je trouve aussi. Et j'expliquerai étape par étape un peu comment cette histoire oubliée nous a amené à ça, en fait. Il faut déterrer, enfin, plutôt, on va enterrer une clé qui est utilisée tout le temps et en fait qui cristallise notre conscience. Si vous voulez diminuer quelqu'un dans son spectre, il faut le cristalliser. Vous savez, on prend l'eau, la vapeur, elle va dans tous les sens, elle est très expansive. Vous prenez la glace, c'est fermé, ça ne bouge plus. On a inventé une clé qui permet de cristalliser en fait notre conscience, nos comportements, notre culture, vous verrez. Cette clé, j'appelle le libre arbitre. On en a déjà un petit peu parlé. Moi, ça me fascine ce mot. Libre arbitre. Ça m'a toujours fasciné. Mais personne ne sait qui l'a mis en place, le libre arbitre. Posez la question à tout le monde. C'est depuis quand le libre arbitre? Depuis tout le temps. On a le libre arbitre depuis que Jésus est né, ou même plus loin, Moïse, même les Égyptiens, même le peuple mu utilisait le libre arbitre. C'est le choix, c'est ça la liberté, etc. Et tout. Non, le libre arbitre, il a apparu au XVIIe siècle, c'est grâce à Pascal, qui a utilisé le terme libre arbitre. C'est génial quand même, hein. Comment on peut revendiquer une liberté en la jugeant? C'est quand même fou. Et vous regardez, dans beaucoup par exemple, je vais parler de ce que je connais, dans le chamanisme, quand on dit qu'il y a une initiation et qu'on doit écouter un gourou, non, 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 moi j'ai mon libre arbitre. Toutes ces personnes, ils revendiquent la liberté, la liberté. Je suis libre arbitre. Mais ils revendiquent cette liberté que plutôt d'exister, vraiment. Je sais pas comment on peut arbitrer une liberté, pardon. Comment on peut arbitrer une liberté? Depuis quand on juge que telle liberté est mieux qu'une autre? Moi, j'ai l'impression qu'on passe de la justesse d'action, qui nous permet d'être je suis ce que je suis, tout en vivant avec l'autre, ou à côté de l'autre, en le respectant. On peut être ce qu'on est à côté de quelqu'un en la respectant sans lui prendre de l'espace, sans qu'elle nous prenne de l'espace. Comment nous sommes passés de cette justesse d'action à une justice qui donne l'illusion de paraître. Paraître. Vous savez, le suffixe par, ça signifie quoi? Parapluie, ça nous protège de la pluie. Parabellum, ça nous protège des balles, qui veut dire la guerre. Par balle, gilet par balle. Donc paraître, paraître, c'est se protéger de l'autre. Donc une justice nous donne l'illusion de paraître. C'est fou. Hein? On nous dit libre arbitre. Arbitre, c'est les juges. C'est la justice. C'est pas la justesse. On est d'accord. Hein? Et oui, voilà. C'est cette illusion de paraître, cette justice, c'est s'affirmer comme on aimerait être au détriment de l'autre, au mépris de la vie de l'autre. Ça, c'est important. Réfléchissez bien à cette clé. Le libre arbitre. Aujourd'hui, tu sais, on en parle souvent, hein, Sylvano. Hein, personne ne fait vraiment attention au sens sacré des mots. Et pourtant, réfléchissez aux mots. Réfléchissez aux mots. Alors là, la clé, tu l'as dit, tu m'as spoilé, comme on dit. Cette nouvelle clé, la clé de la véritable liberté, c'est la libre pensée. Voilà. C'est pas le libre arbitre, c'est la libre pensée. La libre pensée, elle crée un espace audacieux, imaginatif. Elle va de découverte en découverte. Elle permet aux scientifiques, les scientifiques, ils expérimentent, ils font des hypothèses, et ils se trompent ou ils triomphent. Mais c'est leur libre pensée qui leur permet d'extrapoler des résultats et de dire, ah oui, si je fais ça plus ça, peut-être ça va amener à ça.
Le libre arbitre dit ça ne peut forcément pas aller avec ça parce que je l'ai appris. Et donc, je reste sur ce que j'ai appris. La libre pensée, c'est parlant. Hein. Alors que, voilà, le libre arbitre, ben, ça impose sa liberté au détriment des autres. Elle a cette rigueur des mathématiques. 1 plus 1, 2. Avoir le choix, avec le libre arbitre, c'est un dilemme. Alors qu'avec la libre pensée, il est inspirant. Réfléchissez bien. Dans les, tu sais, voilà, tu me connais, certains me connaissent, je suis d'une lignée templière, donc forcément, les francs-maçons, je connais un tout. Et c'est vrai, cette école dite initiatique, eh ben, à un certain grade, ça commence par une citation bien étrange. Et ça va vous allez voir, ça va nous faire une bonne intro. La rhétorique, je vais la lire là. La rhétorique permettra à l'initié d'exprimer élégamment ce qu'il est susceptible de communiquer à autrui. Et comme ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, il éprouvera peu à peu le besoin, avant de prendre la parole pour normaliser ou régulariser le comportement de cet autrui, ou pour rectifier son mode de pensée, il devra mettre en ordre instantanément et préalablement ses propres idées. Il aura ainsi observé la vieille devise maçonnique Ordo ab chaos. On arrive sur le complot. Alors, on peut le traduire, hein, l'ordre après le chaos. Hein. Ça, c'est un concept de la libre pensée. L'ordre après le chaos, malgré ce que vous pensez, c'est vraiment la libre pensée. Et ça a été inversé en ordo ab inordinatum, l'ordre après le désordre, ce qui est impropre et illogique. Le chaos, on met l'ordre. Une fois que l'ordre est en place, il se met en désordre et le désordre se remet en ordre. Et désordre, ordre, désordre. C'est, en chimie, c'est l'enthalpie, l'entropie. Le chaos, c'est quelque chose qui est complètement différent et qui est, pour l'instant, pas concevable scientifiquement et mathématiquement. Mais du chaos naît l'ordre. Ça, c'est quand même très intéressant parce que cet ordo ab chaos, bah, c'est souvent repris par cette fameuse théorie du complot. Et aujourd'hui, si nous parlons de sujets mainstream, nous sommes de ce sujet, par exemple, on va prendre cet exemple-là, nous sommes étiquetés complotistes. Dès qu'on s'éloigne de cette normalité prémâchée programmée, nous sommes étiquetés complotistes. C'est quand même étrange. J'étais dans la zététique à un moment donné et par rapport aussi, je suis rentré là parce que j'ai eu une expérience un peu folle et j'essayais de récupérer un peu de logique et de cartésien et de mettre ce que j'ai vécu justement dans cette sphère physique de compréhension de cette rationalisation. J'ai eu la chance de rencontrer un grand mathématicien. Son surnom, c'était Vladi, et c'est ceux qui connaissent. Et il m'a dit, Jean-Pierre, ce que tu me racontes, ça dépasse l'entendement. Et si je réagis à chaud, eh ben, je vais me réfugier dans ce qui me rassure, et je te dis que tout ce que tu as vécu, c'est impossible. Et la conversation est close. Mais il me dit, je suis un homme de science. Je suis mathématicien, mais je suis un homme de science. Si je réagis en homme de science, je vais tout faire pour te démontrer que ce que tu as vécu est faux ou a une explication rationnelle. Mais pour y arriver, et là, mes chers auditeurs, écoutez bien, il faut que je parte de l'hypothèse que ce que tu as vécu est vrai. Et après, je ferai mes expériences pour voir si c'est faux ou pas. Mais combien de débunkers ont l'honnêteté de dire « Ah, lui, il parle de ça, je me mets dans sa position et je vais essayer de voir ces arguments qu'il pose et de les vérifier. » Généralement, oui, tu veux peut-être ajouter quelque chose à ça parce que... Oui, mais tu as tout à fait raison. On part de l'hypothèse vérifiée, et on part de l'hypothèse pour arriver à un théorème ou pas. Hein. Voilà. L'histoire a toujours fait comme ça, parce que tous les hommes de science, à n'importe quelle époque de l'histoire, pensaient tout savoir. Et on se rend compte qu'ils ne savaient rien. Donc je vois pas pourquoi l'homme de science de 2020 en saurait beaucoup plus que ses prédécesseurs par rapport à si on est maintenant en 2120. Ouais, c'est ça. Ce mathématicien, il m'a expliqué, c'est très simple, en plus il vulgarisait d'une façon extraordinaire. Il me disait, regarde, la forêt, c'est le global. Le local, c'est l'arbre. Comprendre l'écosystème d'une forêt ne s'arrête pas à l'étude des arbres qui la composent, par exemple.
Comprendre la théorie du complot ne s'arrête pas à l'analyse des auteurs qui la propagent. C'est tout. Voilà, déjà. On regarde, il y a une théorie du complot. C'est une forêt. Il y a tout un écosystème. Il y a des arbres, bien sûr, mais il y a des arbustes, il y a des champignons, il y a des animaux, etc., etc., etc. C'est complexe. C'est ça. C'est là où je vais commencer à vous donner des petits indices. Comment l'auteur, alors on va prendre maintenant, on s'arrête de parler de complotiste ou de autre chose, de mainstream. Un auteur parle d'un article. Comment il parle du sujet? Je m'explique. Quand on parle d'un sujet, on met des formes. Et ces formes sont censées, normalement, aider à comprendre le fond, de quoi il parle. Essayer de comprendre le sujet dans sa profondeur. En essayant le moins possible d'introduire une opinion subjective. C'est la base. Et puis, selon la forme qu'il adopte, on va savoir s'il reste objectif, neutre ou subjectif. Justement, il va induire une opinion orientée sous le couvert du libre arbitre. Et souvent, il va prendre une forme de dérision ou d'autorité scientifique. Excusez-moi, je suis diplômée, ou historique, ou religieuse. Enfin bref, vous voyez de quoi je veux parler, quoi. Mais actuellement, depuis 3-4 ans, je ne vois aucun débunkeur, je ne vois aucun complotiste. En fait, je vois très peu de gens qui parlent vraiment du fond. Et ils parlent de la forme, ils essayent de mettre ce qu'ils pensent de ça et essayer d'accrocher le maximum les gens, justement avec des petits trucs qui pour moi est de la manipulation, consciente ou inconsciente. Vous allez me dire, ouais, mais donne-nous des exemples, hein, parce que c'est bien. Enfin, comment on peut parler du fond sans induire subjectivement ses propres a priori. On va prendre par exemple encore de la théorie du complot, vous savez, la grande théorie du complot, conspirationniste. Vous verrez la différence justement. Parce que pour l'instant, je mélange les deux pour que justement après, on les sépare. Les Illuminati, Ordo Abcao, la franc-maçonnerie, le complot du nouvel ordre mondial. Alors, si on regarde la définition de ça, partout, dans le mainstream, on a cette définition. La théorie du complot, ici le nouvel ordre mondial, s'élabore toujours autour d'événements bien réels. Deuxièmement, que les leaders conspirationnistes offrent à leurs adeptes des révélations tant attendues. Et enfin, troisièmement, qu'il y a toujours une logique de bouc émissaire, attribuant aux comploteurs tous les maux de la Terre. Hein. C'est eux qui génèrent le mal. Est-ce que ça te paraît correct comme approche? Ouais, tout à fait. Parle-t-il du fond? Non. Est-il objectif et neutre? Non. Oriente-t-il l'information? Oui. Le manipule-t-il? Oui. Ok. Ouais. Donc en fait, ça paraît, oui, c'est pas correct et il parle pas du fond et il n'est pas objectif. Et bien sûr, il oriente l'information et bien sûr, on est manipulé. Ça s'appelle une orientation volontaire négative de l'information. On attaque le sujet par la forme et non le fond. On oriente le lecteur dans sa prise d'information vers l'idée que le complotiste est assimilé à un gourou religieux. Pourquoi? Parce que les mots leader, adepte, révélation, bouc émissaire, déjà ont tous une origine religieuse qui renvoie à la notion discriminatoire de secte. Donc on a déjà en fait le résultat de l'enquête. Comme je vous dis, on saute de résultat en résultat. On donne en titre, en définition, le résultat de tout ce qui va suivre après. Ça peut faire une page comme 25 pages. En fait, on a déjà pris l'information. Donc, tous ceux qui parlent de ça, ce sont des sectes dangereuses. On a juste après, donc, par exemple, dans ce qui va suivre après, de mettre des photos d'une secte ou d'un homme qui est égorgé, etc. Et tout de suite, votre cerveau va assimiler. Ok, allez Jean-Pierre, c'est malin. Ben voilà, donne-nous ta définition simple, basique, objective. Hein, au lieu de critiquer la forme, hein, tu nous dis ça, mais tu critiques pareil. Ok, allez, on y va, accrochez-vous. Alors, la théorie du complot, par exemple celle du nouvel ordre mondial, est relayée par une personne qui élabore une théorie à partir d'événements réels et a la certitude que ces hypothèses expliquent une vérité cachée intentionnellement, consciemment,
et que ces hypothèses permettent à elles seules de dévoiler l'origine et les auteurs de ce mensonge ou de ce complot. Voilà. Je n'ai absolument pas mis aucune connotation sur cette définition. Et on a l'impression que c'est la même, hein, n'est-ce pas? J'ai perdu Sylvano. Ah non, je suis là, je dis oui, oui. Ah, ouais, ah oui. Là, il faudrait qu'on passe une petite musique d'Orelsan, tu sais, simple, basique, voilà, simple, basique. Parler, apporter l'information, elle est simple et basique. On peut être neutre dans une information. Malheureusement, ça le fait pas. Et ce qui est plus navrant ou désopilant pour moi, c'est que ce soit les complotistes ou les débunkers, que ça soit notre gouvernement ou nous, par exemple, on va quand même, enfin, nous, on essaye le moins possible, on va utiliser les mêmes codes, les mêmes comportements, les mêmes croyances et les mêmes outils d'information. Et pourtant, on a toujours l'impression d'être opposés les uns aux autres. Et pourtant, on utilise toujours les mêmes choses, la même façon de fonctionner. Donc, je vais vous donner toutes ces petites clés de décodage, etc. Mais avant, il faut quand même expliquer le complot, le complotisme, la théorie du complot, quoi. Parce que c'est un amalgame. Ça, c'est déjà une clé de décodage, l'amalgame. On amalgame vraiment ces trois choses, quoi. C'est vraiment important de vraiment comprendre ça. Parce que de tout temps, les théories du complot, on les a entendues. Dans notre histoire, on en connaît, hein, les chasses aux sorcières, etc. Et tiens, je vais vous en donner une. En plus, elle est d'actualité, et c'est très vieux. Et c'est vraiment un peu écœurant. Je ne sais pas si tu connais le rapport Kinsley. Oui. Le rapport Kinsley, c'est un docteur qui s'est employé à étudier la sexualité des enfants. Et au fil de ses expériences, c'était quand même des véritables séances de torture. Hein, il voulait établir que les enfants sont des êtres sexuels dès leur naissance. Imaginez. En plus, là, tu es en train de soulever des petits loups, là. Kinsley, c'est 1900 à peu près. Hein. Ce qui était incroyable, c'est que tous ces travaux ont été repris. Ils ont été repris par déjà des campagnes d'éducation. Je crois que c'est dans les années 50, normal. Ces rapports, en fait, ils sont carrément sortis des cercles universitaires et ils ont inondé les grandes revues, les grandes publications de l'époque mainstream, qui sont les journaux, les magazines féminins, et bien sûr la presse, toute la presse. Et en fait, ça a commencé à graviter autour des mouvements de la libération de la femme. C'est quand même fou. Ces rapports qui ont participé au changement des mentalités en faveur de la révolution sexuelle, la jouir sans entrave de mai 68. Maintenant, notre chère ministre de l'Éducation et de la Famille, je crois, elle défend ça. Elle défend un rapport, je ne sais même pas d'où ça vient, mais c'est à partir de ce rapport que ce médecin torturait des enfants pour prouver sa thèse que les enfants sont sexués à la naissance, ce qui est faux. Mais voilà, c'est sorti. Voilà, vous voyez le libre arbitre quand il se met en place. Bref, aujourd'hui, rien n'a changé. On a toujours fait un outil de manipulation, quoi. C'est incroyable. Croyance, ce qui est là, ce qui change maintenant, c'est que n'importe qui maintenant accède à l'information et peut donner de la voix et peut dire non. À l'époque, c'était que les érudits, que les instruits. Il faut les lire, il faut les savoir lire. Maintenant, celui-là qui parle sur Internet, un débunker, on ne sait pas qui il est, ce qu'il a fait, s'il est intelligent ou pas, il fait des copier-coller, il parle avec une logique, mais il parle que sur des choses, sur des mots ou sur des petites idées ou sur l'auteur. Principalement, c'est l'auteur. C'est quand même un petit peu triste. Le conspirationnisme, c'est vraiment un objet d'étude qui est vraiment complexe. Et son caractère qui est polymorphe et complètement antinomique, il n'est pas si facile d'accès, quoi. Il faut quand même être bien instruit, avoir beaucoup lu, être vraiment dans des sciences sociales, psychologiques. Voilà,
je veux pas dévaloriser, mais c'est pas accès à tout le monde. Même moi, alors que voilà, je suis quand même un spécialiste du comportement, je ne capte pas tout et il y a des choses qui m'échappent et je suis obligé d'aller voir certains spécialistes. Hein, des fois, c'est des sociologues, anthropologues. Bon, moi, ça, j'adore qui me dit non mais ça c'est un comportement qui est vieux mais qui est par la puissance d'internet sort différemment et plus puissant et ce que tu voyais pas avant en fait il ressort et il est mis en avant. Je suis toujours comme ça, je regarde et je suis toujours très étonné, quoi. Pour parler du complotisme, il faut vraiment que l'événement il soit analysé, qu'il soit soumis à une hypothèse, que tous les événements, on comprenne ces zones d'ombre, les incohérences. Hein. Sinon, si ça, c'est pas compris, ça y est, on peut parler de complotisme. Parce que parce qu'on n'est pas satisfait, on est frustré de l'information. Et si on ne la comprend pas, regardez la version officielle, par exemple, sur le Covid, on ne la comprend pas. Et donc, on parle de complotisme. Vous voyez, le complot, c'est quelque chose qui est visible. Le complot ou qui sort. On a comploté. De tout temps, on a comploté. Les tribus archaïques, ils ont comploté pour aller conquérir une autre tribu notre royauté, il y a du complot. Richelieu, tout ça, c'est du complot. Notre république, c'est du complot. Après, on va parler donc de complotisme quand, en fait, on voit qu'il y a un complot, mais qu'on ne l'a pas analysé et qu'il y a des zones d'ombre. Et là, on dit, là, il y a quelque chose qu'on nous cache. Et en fait, on peut dire qu'on est complotiste, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher des causes à un complot. Enfin, et après, le conspirationnisme, bah, c'est une croyance. C'est une croyance qui offre une grille d'interprétation de l'histoire de l'humanité. Donc, cette croyance interprète l'histoire et la présente comme un résultat d'un complot. Parce que vous voyez la différence. Et souvent, on dit que c'est un petit groupe d'hommes, c'est les Illuminati, ils sont que 9, ils viennent, c'est des reptiliens, etc. Et leur seul objectif, bah, c'est noir. Ils veulent nous contrôler, nous manipuler ou nous supprimer. Hein, quand on joue une partie de football, bah, en fait, le complot, c'est je vais soudoyer l'arbitre pour qu'il fasse gagner une partie. Le complotisme, eh ben, c'est le résultat du football et qui est pas en faveur de son équipe et on dit bah oui c'est normal l'arbitre il s'est fait acheter et le conspirationnisme c'est apparemment c'est un groupe d'hommes qui a en fait tué tous les adversaires de la partie adverse et donc ils ont fait forfait, on a gagné. Là, pour moi, la pensée conspirationniste, ça a des nombreuses analogies avec la pensée mythique. Vous savez, c'est ce peuple qui soi-disant existe et qui joue, voilà, on est des pions, comme les dieux du monde de l'Olympe là, et voilà, David contre Goliath, enfin voilà. Bon, il faut quand même, on va s'arrêter quand même parce que faut s'arrêter. On va essayer de comprendre pourquoi il y a ce conspirationnisme qui est là et qui nous pourrit. Hein. Franchement, pour moi, ça nous pourrit. Ça nous empêche d'avoir cette libre pensée. On est orienté toujours par ça, que ce soit par les complotistes ou par les débunkers. En fait, il y a bien un complot quelque part. Il y a des complotistes, il y a des débunkers, et tous les deux, en fait, ils renforcent la sphère du conspirationnisme. Tous les deux, il n'y en a pas un 50-50. Ils donnent du poids, de la puissance, du pouvoir à cet égrégore. On va l'appeler comme ça, le conspirationnisme. Parce que dans un premier temps, il témoigne toujours d'un comportement qui est toujours récurrent. Les peurs, les frustrations sociales ou les frustrations individuelles. Je peux donner des exemples très rapides dans notre histoire. Par exemple, dans les francs-maçons, Léo Taxil, qui a fait des pamphlets au 19e siècle, qui était anti-maçonnique. Ouais, ben, il a fait ça juste parce qu'il a voulu se venger, parce qu'il n'était pas accepté au haut grade. Après, les protocoles de Sion. Là, on est bien dans le conspirationnisme des Illuminati. Ça a été publié en 1901
par un Russe qui faisait partie qui était un informateur de la police secrète, je sais plus, c'était Golovski. Bon, bah, ça a été, bien sûr que ils ont enquêté et ça a été dénoncé comme un faux, comme Léo Taxil. Mais la machine est lancée. Et après, ça a devenu la conspiration judéo-maçonnique, on le voit. C'est un terme génial, ça. Judéo-maçonnique. Voilà, cette phrase. Et vous savez que, en fait, le terme aussi, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Pascal, le terme de conspiration, le conspirationnisme, ouais, et puis l'amalgame de tout ça, c'est grâce à la CIA, hein, surtout avec l'affaire Kennedy que tu as parlé la dernière fois. Voilà, c'était un terme, voilà, qui a été sorti et qu'ils ont amalgamé aux complotistes, à la théorie du complot, et qui c'est devenu maintenant, depuis la CIA, avec Kennedy, un fabuleux outil de propagande. Mais bon, ça se poursuit, hein. David Icke, on peut encore en passer, Jean Van Helsing, même en France, voilà, les théories conspirationnistes ne cessent de foisonner. Au travers de toutes ces révélations de prophètes autoproclamés, ralliant leur cause, idéologie extrémistes, croyants radicaux, je vous fais un discours politique, là. Mais oui. Bon, après, le conspirationniste, il a un deuxième temps, un peu caché, mais bon, enfin non, pas caché celui-là. Il est à la vue de tous, c'est les raisons idéologiques. Ouais, ça, on peut pas, hein. Tout ce qui est extrême, radical, politique, social ou religieux, vous savez de quoi je parle. Et il y a un troisième, c'est aussi une bonne raison de croire à la grande conspiration, bah, c'est juste à l'issue d'une raison spirituelle, hein, une nouvelle religion, une nouvelle expérience du sacré, une transcendance conférée par une foi inébranlable à une vérité absolue ou en des êtres de lumière, hein, la théorie des anciens astronomes. Tout ça, vous savez de quoi je parle. Cette vérité, en fait, les gens, ils ont envie de retrouver ça, quoi, en fait, parce qu'ils ont un manque quelque part, une souffrance d'être abandonnés ou mourir, et donc ils se jettent, hein, sur un monde qui est complètement repeuplé d'êtres extraordinaires, extra, euh, multivers, d'anges, démons, oula. Voilà. Donc, croire au mythe de notre enfance, voilà. C'est ce besoin, en fait, un besoin inavoué d'avoir peur pour exister. Vous savez, des fois, moi, je suis un adepte du cinéma et j'observe toujours quand je vais voir un film d'horreur. Ils sont toujours très contents, ils sont contents, en fait, de venir voir, mais ils ont peur. Ils savent qu'ils vont passer 1h45 comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et à la fin du film, ils sont tout contents. Ils se disent, oh putain, je viens de vivre une expérience. Non, tu viens rien de vivre. Tu viens de te faire peur toi-même, mais tu n'as même pas vu quoi que ce soit, ni entendu quoi que ce soit. Mais t'aimes avoir peur. T'as ce petit frisson qui te fait vibrer, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ce libre arbitre, voilà, qui nous mène vraiment bizarrement, quoi. Et c'est pas nouveau, hein, en fait. Hein. Est-ce que tu connais la Boétie? Oui, Voilà. Et il a fait une thèse, Étienne de la Boétie. Tu sais de laquelle je parle? La servitude volontaire. oui, Extraordinaire. Sa thèse a été fondée là-dessus. Les régimes sont fondés sur la peur, laquelle sert à dissimuler l'absence de légitimité des gouvernants. Ainsi, le peuple s'auto-soumet au pouvoir en place par simple habitude ou par récurrence historique. Je vais le répéter, parce que là, on est en plein dedans. Les régimes sont fondés sur la peur, le Covid, laquelle sert à dissimuler l'absence de légitimité des gouvernements. On voit tous, hein, nos gouvernants, on dit tous, hein, que c'est des marionnettes. De qui? Des grands financiers, etc., quoi. Mais on paye toujours nos impôts, on met toujours notre masque, donc on s'auto-soumet au pouvoir en place, voilà. Mais c'est une simple habitude, parce que tous les jours, vous entendez à la télé qu'il faut mettre un masque, parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des bébés qui meurent, et donc il faut mettre le masque, sinon votre grand-mère va mourir. Attends, vous allez voir, ça va tomber sur les chats. Les chats, il va pas falloir les sortir parce que le virus, il va aller dans les poils, quoi. Donc voilà,
c'est affligeant quand même un petit peu, hein. Je vous mettrai les références de ce texte et lisez-le, la servitude volontaire, vous allez pleurer. Ça a été mis en place, pourquoi? Pour le libre arbitre. L'individu lui-même, bah, il peut s'identifier, même inventer sa propre ligne croyante. Parce que c'est ça. Quand vous interrogez, vous dites à une personne, mais tu es manipulé. Moi, je suis désolé, je suis grand maître, 30e degré, je suis pas manipulé. Tous les outils de PNL, etc., je sais pas. Je dis, ouais, mais je dis, regarde, tes chaussures, ta montre, ce que tu achètes. Regarde, tu as acheté des fleurs chez moi. Pourquoi? Tu es influencé. Quelque part, tu es influencé. Tu es influencé par, par, par toute la publicité. Tout notre média est fabriqué. On est orienté tout le temps. Il suffit que vous tapez table sur Google et vous allez sur YouTube, vous allez avoir dans les pubs des tables de partout parce que vous cherchez n'importe quoi. Hop, tout de suite, on vous met ce que vous cherchez. C'est très rapide maintenant. Donc oui, on est quand même bien manipulé, quoi. Mais comment on est manipulé? Eh ben par croire. Voilà, cette croyance, le libre arbitre, la croyance d'être libre. Parce que tout est vous savez, cette cristallisation, on a cristallisé notre raisonnement pour la mettre juste à nos émotions. Et la connexion croyance et émotion, elle a encore été, je vous mettrai encore des liens, c'est le sociologue Vilfredo Pareto qui l'a fait. Il disait en d'autres thèmes, il estimait que les hommes finissent par donner un sens logique, un vernis rationnel à des actes en réalité déterminés par leurs sentiments et désirs. Ils rationalisent des désirs et leur donnent un sens logique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On saute de résultat en résultat. Ça veut dire que maintenant on impose un résultat et on va trafiquer un calcul qui mène à ce résultat. Et on se dit, bah oui, c'est vrai, c'est rationnel. Alors, rationalisation, mais il a dit aussi justification. Ça, c'est bien, ça aussi. La croyance, pour les gens, ça se lie rationnellement à d'autres croyances. Et ça structure un réseau. Et ce réseau, en fait, il donne raison à l'émotion que l'individu mobilise. Et donc, voilà, j'ai rationalisé, c'est justifié. Souvent, on voit, je fais un spoiler, ça s'appelle le millefeuille argumentiel. Hein, on le voit partout, ça. C'est-à-dire qu'on amalgame plein de choses, plein de connaissances, pour dire, vous voyez, il y a bien une théorie du complot, quoi. Roswell, l'assassinat de Kennedy parce que il devait sortir les dossiers des ovnis, etc. On va passer, il était anti-vaccin, donc voilà. On va tout amalgamer, et voilà. Et c'est pour ça, après, on parle qu'on est des conspirationnistes, parce que ceux qui parlent, qui veulent apporter une vérité ou une réalité, ou c'est des chercheurs de vérité, n'oubliez jamais, hein, un chercheur cherche toujours, il trouve jamais. J'aime mieux être un trouveur de vérité que d'être un chercheur de vérité. Alors, lanceur d'alerte, alors pour moi, lanceur d'alerte, ça veut dire vous êtes mort. Vous savez, on faisait comme ça. Il y a un film là qui passait, c'était Il était une fois la Révolution. Le gars, il fait une mèche, il allume une dynamite, il le met dans le fourgon, il passe à côté et il fait planque-toi, connard. C'est ça un lanceur d'alerte. Ça veut dire que il a alerté que ça va boum. Donc c'est pas très positif. Allez, soyons des trouveurs de vérité ou soyons des lanceurs de réalité. C'est pas mal. C'est comme, je trouve que c'est des termes qui sont plus justes, mais ça me regarde que moi. Donc pourquoi en fait voilà pourquoi ces fake news, ces théories du complot et voilà les débunkers, c'est tant utilisé de nos jours. Bah parce qu'il faut intervenir, je sais pas, j'aimerais bien vous compreniez que c'est là que ça se joue l'intelligence artificielle. C'est là que les gens ont compris que on va pas faire monter l'intelligence artificielle, on va faire descendre notre intelligence émotionnelle pour qu'elle puisse être mis en équation 0,1 par l'intelligence artificielle. Une fois que c'est ça,
l'intelligence artificielle pourra nous donner des informations que nous allons comprendre. Bedets. On est devenus des bedets. Mais ils le font avec beaucoup d'intelligence et puis on se fait tout savoir bien. Pourquoi? Parce qu'il faut intervenir ce qu'on appelle les 3 piliers de l'ordre social. Le pouvoir, l'argent, les échanges, le partage, les médias et nos émotions collectives. Et c'est là. J'appelle ça le syndrome de la foule psychologique. C'est encore un truc qui est vieux. Hein. C'est Gustave Le Bon qui a sorti ça. Voilà, les émotions collectives, c'est très simple. Hein. C'est la jalousie, la frustration, l'abandon, la colère. Et c'est sur ce pilier, cette psychologie émotionnelle qui va s'adresser à la plus grande masse des gens, ce qu'on appelle la foule psychologique, qui vont élaborer ce formidable outil de manipulation. C'est vraiment un outil de contrôle. Et parce qu'ils ont compris l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain. Ça fait longtemps qu'ils étudient ça. Tout ça, on peut le mettre dans un mot qui s'appelle la culture. Comprendre la culture d'un peuple, la maîtriser, c'est avoir un outil de contrôle, j'allais dire diabolique, mais fatal. Si on comprend les mœurs, la morale, le mode de vie, les systèmes de valeurs, les croyances, les rites religieux, l'organisation de la famille, les communautés villageoises, l'habillement, alors on peut contraindre le comportement de ces individus, de ce groupe d'individus, ça va se transmettre. Et c'est là que c'est grave, parce que ça va se transmettre de génération en génération. Et c'est pas une hérédité génétique. Ça se conditionne en grande partie par les comportements individuels. Je vous engage à aller voir une vidéo que j'ai faite sur l'âme et la conscience, que vous allez comprendre comment de génération en génération, de mère-enfant, ça se reproduit. Tiens, petite parenthèse, ça y est, on va dépasser, Sylvano, le temps. Il faut 3 générations. Vous savez qu'il faut 3 générations pour effacer une mémoire historique. 3 fois 33 ans. C'est rigolo ces chiffres. Hein. Et là, on en est à la 3e. On débute la 3e. Il y en a déjà 2 qui ont été. Donc, ça fait à peu près 66 ans. Si vous prenez 2019, parce que ça, le 3e commence à partir de 2019. Si vous faites 2019 moins les 66 ans, on arrive à 1953 et c'est le lancement du projet de contrôle des masses MKUltra qui ont été mis en place au States. Bon, alors ce langage binaire, on le voit, regardez l'étude des médias sur le sujet du complot. Hein, vous voyez, il y a toujours 2 groupes qui s'affrontent. C'est toujours blanc, noir, faux, vrai. Einer Mühlmann disait « La culture est un animal sauvage en rage et qui doit être domestique. » Parce que pour lui, toutes les cultures, les civilisations, depuis la nuit des temps, elles se sont construites dans la guerre. La colère, ça c'est génial parce que aujourd'hui maintenant, on est en plein foule psychologique. Alors qu'est-ce que c'est la foule psychologique? Je vous mettrai en source de Gustave Le Bon. Vous pouvez lisez ça, c'est extraordinaire. Alors, pour lui, la foule psychologique, c'est un groupe de personnes, pas forcément ensemble. C'est pas forcément un ensemble de gens qui se réunissent au même endroit, mais un ensemble de personnes qui peuvent être très éloignées en distance, mais qui vont abdiquer leur conscience individuelle au profit d'une conscience collective. On le voit, hein. On regarde les chaînes, il y a bien des communautés, des followers qui, en fait, se décérébrent, ils enlèvent leur conscience individuelle et ils restent dans cette conscience collective de TikTok, de ces réseaux sociaux, ou même des débunkers ou même là, sur ta propre chaîne. Il y en a qui pensent à travers toi, donc on faut faire très attention, on devient, les followers de Sylvano deviennent une foule psychologique. Et justement, on va lui donner du discernement, cette foule psychologique, pour qu'elle se remette dans la conscience collective qu'on crée, pour la nourrir, pour nourrir sa conscience individuelle. C'est pas le sens contraire.
On n'enlève pas sa conscience individuelle pour exister dans une conscience collective. On se nourrit de la conscience collective pour, en fait, nourrir notre conscience intellectuelle et évoluer. Alors, attention, pour Gustave Le Bon, la foule psychologique, elle n'a pas de discernement. Donc, pour lui, il la considère pas très intelligente parce qu'elle généralise. Elle prend un cas particulier, elle généralise. T'as ton fameux débunker préféré, l'extracteur, il a mis un truc, ça fait pas de discernement. On a généralisé. Hop, on en a 4. Les 4, on a généralisé. Hop, c'est la secte, c'est les complotistes. Boum. Elle est très influençable. Et donc, en fait, elle oriente ses pensées dans une seule direction, vers la direction, en fait, que, imposée par l'orateur charismatique ou les médias. Voilà. Là, par exemple, là, aujourd'hui, je pourrais avoir ma foule psychologique parce que tout d'un coup, ils se disent, oh, ce mec, il a du charisme et tout, il parle de choses intelligentes, on va le suivre. On va suivre sa direction. Ah ouais, lui, il dit la vérité. Non, je parle d'une réalité, celle que je vois, celle que je décrypte. Après, vous nourrissez de ça et vous créez votre individualité. Vous êtes votre libre pensée. Je ne suis pas en train d'arbitrer votre liberté. Je fais pas mon libre arbitre en disant, moi je dis ça, mais ça ne regarde que moi. Dans ce sens-là, j'ai dit, c'est ma réalité, ça ne regarde que moi. Nourrissez-vous et open your eyes, open your mind, ouvrez. Alors vous allez me dire pourquoi cette foule elle est influençable, parce que elle est émotionnelle, c'est simple, et surtout on a réduit sur nos émotions, on ne les explique pas, on les fait vivre et on les intensifie. C'est très simple, il n'y en a que deux, 0, 1, binaire, hein, la colère, la joie. La colère, elle est due à la frustration, à l'abandon, qui résulte de la haine, la haine envers les institutions, des personnes connues. Voilà, hein, tu as des personnes qui te haïssent parce que tu es passé tout d'un coup de 40 000 à 100 000, pas normal. Hein. Ils n'ont pas dit, oh mais ce mec il doit dire des choses intéressantes. Non, ça ne les a pas effleuré trop. La joie, oui, il y en a 100 000 qui sont joyeux de te suivre tous les soirs. Ils se disent, ouh, génial, j'ai mon nouveau magazine d'information à 20h, c'est génial. Tu verras, quand tu feras 1 million, tu seras chez Hanouna. Hein. Et voilà, c'est la joie, ce sentiment d'être reconnu, tu vois, d'appartenir à un groupe, une élite. On est joyeux d'appartenir à une élite. Je peux vous dire, j'ai côtoyé des milieux chamaniques ou etc. Les gens, ils sont happy face, ouh, génial. Et ça leur apporte de la joie, etc. Un amour inconditionnel. Ça peut être envers une croyance religieuse aussi, ou malheureusement envers des gourous et des gens qui utilisent ça, utilisent ce langage binaire parce qu'ils connaissent. Ça fait longtemps, je vous le dis. Et ils utilisent ça justement pour avoir de plus en plus de personnes sous leur emprise. La caractéristique d'une personne qui appartient à une foule psychologique, et ça tu vas voir, tu l'as sûrement vu aussi, c'est quand tu fais des commentaires, ou tu réponds à des commentaires, alors soit tu vas un commentaire d'un débunker ou d'un complotiste, et puis qu'il est un peu... cette personne, elle est vite irritable, tu vois. Elle bouge dans tous sens, elle est très mobile, elle est très agressive, quoi. Ce sont des gens qui changent d'opinion. On a des très complotistes là. On les regarde il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ils disent absolument le sens contraire de ce qu'ils disaient. Et puis personne va chercher l'information, donc personne regarde. On prend toujours le dernier mot qui a été dit, c'est celui-là qui a raison. Donc elle est très impulsive, et surtout elle n'a aucune moralité. Et elle est très irrespectueuse pour l'individu. Ouais, ça, c'est fou, parce que dès qu'on commence un petit peu à travailler, quand j'étais à la zététique et que je commençais un petit peu, c'était incroyable, le déchaînement tout de suite. C'est des mots grossiers, etc. et tout. Mais bon, j'ai fait la même chose avec des zététiciens et c'est pareil. Donc, je dis, bon, je vais peut-être arrêter de faire ça. Hein. Et dans cette crise, beaucoup de gens qui sont venus sur ma chaîne décrivent
cette violence, que ce soit des médecins, que ce soit des avocats, tu vois, je crois que Tout à fait. et Tout ils à n'avaient fait. absolument pas l'habitude de ça. Ouais, tout à fait. Donc, vous voyez que, en fait, notre gouvernement, consciemment ou inconsciemment, a créé une foule psychologique. Et pour moi, ça forme un égrégore émotionnel. Et tu sais de quoi je sais. Enfin, moi, pour moi, c'est très dangereux ou pas. Mais voilà, pour l'individualité, pour la libre pensée, pour l'être, les qualités, le respect. Tu sais, moi, j'ai des codes. C'est mes codes, hein. Déjà, c'est confiance, sincérité, droiture. Ouais, ça c'est peut-être c'est bizarre, mais voilà, j'essaie de le faire. Et avec ma petite vie, c'est pas si simple. Mais j'ai toujours ça. Et ma femme m'a suivi et elle applique ça. Et depuis, c'est simple. On n'a pas de jalousie. Voilà, on vit simple. On a on a une libre pensée ensemble et on a une libre action ensemble. Voilà, j'espère que mon exemple pourra inspirer beaucoup de gens parce que c'est franchement très valorisant en fait, d'être libre et de pouvoir vivre cette liberté avec quelqu'un à côté qui est aussi libre de la même chose, quoi. Donc bon, vous voyez là par exemple, donc on vient bien d'expliquer ce que c'est une foule psychologique et sur le truc de la peur et comment on réagit à tout ça. Et on va faire après une deuxième émission pour montrer vraiment tous les outils que les débunkers, les complotistes, que notre gouvernement utilise pour nous induire ou nous incepter une idée et qu'on rentre dans la masse et surtout qu'on rentre dans cette foule psychologique avec nos deux émotions, la colère, la joie, qui est binaire. Et tout notre système en fait social, il travaille à ça. Et le Covid est un formidable outil d'information. Et nous verrons, par exemple, que le déploiement de la 5G, ça va être aussi un outil d'information pour mettre en 0 et 1 tous nos émotions et nos comportements. Et on va être encore plus manipulable. Tout à fait, Jean-Pierre. Voilà. Être encore plus, et on se réjouit déjà. Hein, on essaye de faire un format court, parce que d'habitude, pour mes vieux abonnés, Jean-Pierre, vous savez, moi, quand Jean-Pierre m'appelle, je me dis, est-ce que j'ai 3 heures devant moi? Oui. Ouais, je suis désolé. Hein, ouais. Jean-Pierre, il est comme ça, et puis surtout, on peut l'écouter très longtemps. Mais je préfère faire des émissions courtes et qui reviennent plus souvent que faire oui. et puis que personne ne regarde, hein, et qui reviennent de nouveau dans 6 mois. Merci Jean-Pierre. Merci à toi Sylvano, pardon, et merci à mes auditeurs. Je suis désolé, je ne sais pas faire court. Voilà. Et puis j'espère de vous voir. Par contre, voilà, vraiment activer cette cloche là. Et puis mettez-moi en commentaire en fait si vous avez l'impression que vous êtes manipulé ou que ce que j'ai dit avec cette notion de colère, de joie, est-ce que vous avez l'impression que dans votre vie ça se résume à ça, ou est-ce que vous voyez comment on peut vous manipuler, ou quels sont les outils rhétoriques ou allez-y, voilà, mettez-moi dans les commentaires, comme ça la deuxième émission, je réagis un petit peu avec vos commentaires. Voilà, merci en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Et puis à bientôt. C'est super sympa. Mettez les commentaires, comme dit Jean-Pierre. J'aurai peut-être pas le temps de monter cette émission aujourd'hui, encore mercredi 15 avril, donc elle apparaîtra jeudi 16 avril. Bis. À demain. Bye. Allez, bis. Ciao à tous.